Donc, pour estimer un modèle de probabilité linéaire sur R, eh bien c'est très simple étant donné qu'on effectue en fait tout simplement une régression linéaire. Donc en général les commandes ne changent pas, hein. On utilise toujours la, la fameuse fonction lm ou yx plus. Voilà. Donc là, en fait ça va pas changer, hein. Donc, étant donné que on va pas vraiment considérer y comme une probabilité. Donc un peu rappel, hein, dans le modèle de probabilité linéaire, en fait, c'est tout simplement une régression linéaire, hein, tout simplement y égale xi bêta plus ui, où yi, cette fois-ci, au lieu d'être dans R, hein, eh bien yi est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc on peut voir tout de suite, même intuitivement, c'est que là où ça va poser problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien dans la régression linéaire n'empêche y d'être en dehors de l'intervalle 0,1. Et donc ça va forcément poser l'un des plus gros problèmes du modèle de probabilité linéaire, c'est que dans les fitted values, dans nos y chapeaux, en fait rien n'oblige à ce que y chapeau soit entre 0 et 1, ce qui va poser problème. Donc pour l'exemple sur R, j'ai repris l'exemple 1 du chapitre 15 de Woodridge, Cross-Section and Panel Data, et donc j'ai tout simplement répliqué l'exemple 1 sur R. Donc les résultats suivent, hein, forcément. Donc en fait, cet exemple s'intéresse à la participation des femmes mariées sur le marché du travail. Donc on a notre variable codée, donc soit 0, soit 1, soit 0, hein, en cas de participation ou de non-participation, qui correspond à la participation de la femme mariée sur le marché du travail, donc INLF. Ensuite, on a les revenus du foyer hors de la femme en milliers de dollars. On a le nombre d'enfants de moins de 6 ans, le nombre d'enfants d'entre 6 et 18 ans, et ensuite on a un petit peu de faits à propos de la base de données. Donc juste en général, petit aparté, si on a une base de données par exemple data, on s'intéresse à un vecteur, hein, de la base de données, donc data $x par exemple, donc pour le vecteur x, et qu'on veut récupérer seulement certains éléments de ce vecteur. Donc, en utilisant la base R, donc c'est-à-dire sans package, eh bien, si on veut récupérer par exemple un nouveau vecteur qui correspond seulement aux valeurs, par exemple strictement positives de ce vecteur x, eh bien, en fait, on va conditionner avec le square bracket, comme ceci, hein. Et donc là, on conditionne par exemple donc data $x, et là, par exemple, je dis, je veux seulement récupérer, c'est bien un x, hein, donc x. Donc là, par exemple, on va conditionner, on dit, je veux récupérer seulement les valeurs de ce vecteur qui sont strictement positives. Et donc ça nous renvoie toutes les valeurs strictement positives du vecteur x dans la base de données data. Après, on peut conditionner de plein de manières, hein. Je sais pas, par exemple, supérieur ou égal à 0. Bon, là, pour le coup, ça va être tout le vecteur, étant donné que c'est compliqué d'avoir un nombre négatif d'enfants. Et donc là, ça va nous renvoyer tout le vecteur, du coup, hein, si x est le nombre d'enfants de moins de 6 ans. Voilà, donc après, on peut conditionner de plein de manières. Et si par exemple, on veut, dans le cas où la femme mariée n'a qu'un seul enfant, eh bien, donc 1, et ça ne sera pas seulement égal, ce sera égal et égal 1. Voilà, c'est une chose qu'il faut savoir. Voilà, qui ne sont pas forcément intuitives sans connaître le langage. Donc, juste petite interprétation. Donc, on voit que le nombre de femmes mariées avec des enfants de moins de 6 ans, donc est de 428. Il y en a 606 qui n'ont pas d'enfants de moins de 6 ans. Non. Et il y en a 118 qui ont exactement un de moins de 6 ans. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet, on veut estimer notre modèle de probabilité linéaire où on exprime donc la participation de la femme mariée sur le marché du travail, donc
notre YI, hein, pour reprendre du début. Donc une constante, hein, bien évidemment. Donc là, qu'on a expliqué tout à l'heure, donc c'est les revenus du foyer hors ceux de la femme. Donc le nombre d'années d'éducation, d'expérience, donc ici expérience au carré, l'âge, et c'est encore les enfants, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est-à-dire, on peut exprimer comme ça, donc x prime bêta plus i. Ok. Et donc, en supposant que l'espérance conditionnée du terme d'erreur est nulle, eh bien ça implique que l'espérance conditionnée de la variable expliquée est égale à xi prime bêta. Hein, donc, ici, dans notre cas, l'espérance conditionnée par rapport aux explicatives de la participation sur le marché du travail est égale à ceci. Okay. Ok. Sauf que YI est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc, en termes d'espérance, hein, on a E de YI, je ne mets pas part, mais on a E de YI. En fait, on a soit la probabilité que YI est égal à 1, donc on va dénoter la probabilité conditionnée que YI est égal à 1, donc on va dénoter par exemple P. Hein, P, oui, voilà. P plus 1 moins P, où là c'est la probabilité que Y égale 0, et donc Y égale 0, et ben ça nous fait 0. Et on se retrouve avec P, et donc par identification, P est égal à xi prime bêta. Et donc, maintenant, si on s'intéresse à l'espérance conditionnée de YI xi, donc au carré, YI au carré, eh bien, c'est tout simplement P, hein, P fois 1 au carré, plus 1 moins P, 0 au carré. Hein. Et donc ça nous fait tout simplement P. Et donc du coup, si on veut la variance de YI conditionnée, et donc c'est ce terme-là, donc P, moins ce terme-là au carré. Donc P moins P carré. C'est-à-dire P, donc en factorisant P1 moins P, c'est-à-dire xi prime bêta 1 moins xi prime bêta. Et donc là, on voit clairement qu'en fait, on est sur un modèle avec de l'hétéroscélasticité par construction. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a estimé notre régression, hein, tout simplement OLS, MCO, ou juste un petit détail, donc si on veut mettre un carré en général, on utilise la fonction i, et ensuite on met notre variable au carré. Donc par exemple, on a, mettons que ça s'intéresse à la variable x3, et bien si on veut estimer YI égale, je ne sais pas, si on veut estimer par exemple YI égale bêta 0 plus bêta 1, bon, bêta 1 xi plus bêta 2 xi carré, et bien en général on va mettre lm, donc y, disons xi, voilà, xi plus i xi carré, quand on va faire sur R. Et bien évidemment xi3, xi4, xik, en généralisant. Donc si on écrit tout simplement expert carré, sans le i comme ça, en général ça va pas marcher, ça va... En fait, R va tout simplement le mettre de côté, et pas... En fait, le mettre de côté et pas l'estimer, en fait. Donc il faut bien se rappeler d'utiliser ça, et toujours rappeler la base de données, bien évidemment. Si nos vecteurs ne sont pas dans l'environnement, il faut bien rappeler la base de données. Et donc du coup, pour les raisons qu'on a vues juste ici, c'est que notre modèle est hétéroscédastique par construction, en fait, hein, clairement. Et donc, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est forcément utiliser des robustes en erreur. Et on va voir pourquoi c'est la seule option qui s'offre à nous, ici, dans ce cas-là, sans
sans rentrer vraiment dans des estimations un peu sophistiquées. C'est la seule chose qui s'offre à nous dans ce cas-là. On va juste voir juste après. Et donc juste en petite précision, donc en général, si on veut avoir des robustes standards d'erreur, on utilise la fonction coeftest. J'imagine qu'il y a d'autres fonctions aussi. Donc coeftest, pour cela en général il faut installer le package lmtest, lm, lmtest et aussi le package sandwich, je pense, sandwich. Un petit aparté. Et donc voilà, robuste standard d'erreur. Et là, le HC1, c'est pour, en fait, pour récupérer. Là, en fait, les robustes standard d'erreur par défaut sur Stata sont HC1, donc si on veut les mêmes. En fait, les options par défaut sur R et Stata ne sont pas les mêmes, donc il faut préciser HC1 pour avoir les mêmes résultats. Voilà. Donc pour la raison que je viens d'expliquer, le modèle est hétéroscédastique. Et donc c'est pourquoi on utilise des robustes standard d'erreur. Donc voilà. Et donc là, on récupère juste nos robustes standard d'erreur en récupérant en fait la diagonale de notre matrice de variance-covariance estimée avec les robustes standard d'erreur. Donc on récupère une diagonale parce que dans une matrice de variance-covariance, en fait, tous les éléments correspondent aux covariances. Et les diagonales, c'est la covariance entre, je sais pas, par exemple, x1 et x1. Donc la variance, en fait, c'est la variance, tout simplement. Et si on veut récupérer le standard d'erreur, on a juste à prendre la racine carrée de la variance estimée, bien évidemment. Et donc là, dans notre tableau de régression, on a un classique, il y a un qui change d'habitude. Donc, j'ai oublié de le préciser, donc on a 753 femmes mariées dans l'échantillon. Donc là, on peut faire un peu de comparatif statique, statique comparative. Donc, on avait précisé que le revenu du foyer qui ne provenait pas de la femme était exprimé en milliers de dollars. Hein. Donc là, la lecture du tableau de régression, c'est qu'on voit que si le revenu du foyer qui ne provient pas de la femme augmente de 10 000 dollars, et bien, donc si on regarde le coefficient qui correspond, donc c'est ici, hein, et bien, le revenu de la femme mariée va, lui, descendre de... On a estimé que ça va descendre de 341 dollars, donc ce qui est peu, hein, plutôt peu. Et donc là, on explique pourquoi c'est peu. Donc en fait, on prend la moyenne de ces revenus qui ne proviennent pas de la femme. Et on voit qu'en général, ils sont de 20 129 dollars, avec un écart type de 11 635 dollars. Donc, bien évidemment, en fait, une hausse de 10 000 dollars, c'est énorme. Hein. Donc, et en comparaison, 341 dollars, c'est pas énorme. Donc voilà, donc la plupart sont statistiquement significatifs. Hein. Voilà, et donc là, ce qui nous intéresse, donc les défauts du modèle de probabilité linéaire, c'est que, donc, en fait, il y a certaines des valeurs estimées qui sont donc de Y, donc de INLF chapeau. En fait, certaines sont en dehors de l'intervalle 0,1. Et donc pour une probabilité, une probabilité négative, une probabilité supérieure à 1, ça donne pas énormément de sens, quoi. C'est même impossible à interpréter en fait. Hein. Et juste petite précision, pour récupérer ces fitted values qui ne sont pas dans l'intervalle 0,1, donc en fait on utilise exactement le même conditionnement que tout à l'heure. Hein. Donc en fait, data, bon là c'est notre régression, dollar fitted values, et donc on conditionne. Et ici, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ça correspond à l'union en fait en mathématiques. Hein. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est ça nous renvoie toutes les valeurs de notre vecteur qui sont supérieures à 1 et ou inférieures à 0. Hein. C'est pas simplement ou, hein, c'est et ou. Donc soit supérieur à 1, soit inférieur à 0. Et donc là, ça nous explique un peu le plus gros problème du modèle de probabilité linéaire,
c'est que sur les variables qui ne sont pas, qui sont un peu extrêmes, hein, vraiment, qui sont vraiment au bout à chaque bout de la distribution, ça nous renvoie des valeurs qui ne sont pas forcément très interprétables pour notre variable expliquée. Et donc, voilà. Et la raison pour laquelle on utilise les robustes standards d'erreur et non pas weighted least square, c'est que, donc en général, quand on a vraiment une forme de l'hétéroscédasticité de notre modèle, ce qu'on peut faire, c'est en général, c'est donc là dans notre cas, on avait la variance de y conditionnée qui est égale à xi' bêta 1 moins xi' bêta. Et donc en général, tout ce qu'on a à faire, si on veut récupérer un modèle efficient, c'est en fait on estime d'abord notre modèle, hein, donc 1, on estime le modèle, 2, qu'on récupère les résidus, hein, et en fait même pas pour le coup, hein, on estime voilà ceci, et on divise, après on estime, on récupère plutôt, hein. C'est des simples calculs à faire, on récupère, qu'on va dénoter sigma chapeau i, correspond à la racine carrée de la variance estimée, et ensuite on estime tout simplement, on estime donc yi sur sigma chapeau i, expliqué par xi1 sigma chapeau i, xik sigma chapeau i. Et donc là, le problème, c'est que si certaines valeurs ne sont pas dans l'intervalle, donc sans faire d'ajustement préalable, et bien évidemment, c'est pas possible parce qu'on a une racine carrée de quelque chose de négatif, ce qui va nous poser un souci, quoi. Et donc là, pour le coup, c'est pas possible. Et donc voilà, donc je pense que tout est dit. Et oui, donc justement, donc dans ce cas-là, donc en général, ça nous donne quand même une bonne idée de départ, hein, sur les effets marginaux, sur la probabilité donc dans notre cas, d'avoir une participation sur le marché du travail pour les variables explicatives qui sont, disons, qui ne sont pas dans les extrêmes de la distribution, donc dans les queues de la distribution. Mais dans le cas contraire, si on a vraiment une base de données qui est vraiment très déséquilibrée, là, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Et on aura beaucoup plus de chances d'avoir des valeurs qui ne donnent pas de sens, hein. Et donc, pour aller plus loin, donc par la suite, pour combler ces défauts, c'est vraiment de modéliser. Parce qu'en fait, là, en gros, on a la probabilité que y égale 1, par exemple, hein. Champ xi qui est égal à xi' bêta. Et en fait, notre but, c'est d'avoir une fonction de xi' bêta telle que f, hein, telle que f de, je sais pas, f de z, appartient toujours à l'intervalle ouvert 0, 1. Et donc ça, c'est fait en fait en modélisant littéralement y comme une probabilité. Et donc ça, c'est fait en général avec les modèles probit, logit, par exemple. Voilà.